Bienvenue dans Podium, ton podcast sur la nutrition sportive où l'on t'explique de manière simple comment atteindre tes objectifs de poids, de santé ou de performance. Salut Flo. Salut. Salut, très heureux de te recevoir dans cette première interview. Donc je vais faire de mon mieux pour que ce soit intéressant pour toi, pour moi et pour toutes les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Mais je te remercie déjà d'être présent dans ce podcast. C'est très généreux de ta part de venir partager encore une fois tes connaissances. Donc j'espère que tu es aussi heureux d'être là. Oui, absolument. Merci de l'invitation pour interagir avec ce podcast que tu lances. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on échange ensemble et c'est un plaisir de pouvoir intervenir avec toi. Ouais. Comme ça, comme ça, vous savez un petit peu l'envers du décor. Florian et moi, on s'est jamais rencontrés en vrai. On a juste discuté via les réseaux et on s'était lancé en même temps. Donc, on a quasi le même âge. Toi, t'es 97, 97, hein, c'est ça? C'est ça, 97, ouais. Ça, 97. Et moi 98, donc 98. Donc, vraiment en même temps. Et sur les réseaux sociaux, pareil en même temps, sauf que toi, tu as grossi beaucoup plus vite. Ça, on va en parler aussi. Mais donc, dans cette première partie du podcast, on va d'abord parler principalement de toi. Et comme ça, on parlera de tes différents projets, de ce que tu as prévu, de ton parcours. Donc, vraiment, on parlera précisément de toi. Et après, dans une deuxième partie, là, on rentrera vraiment dans ton domaine et aussi le mien, donc la nutrition sportive. Ça te va comme programme? Ça me va. Parfait. Bah vas-y, je te laisse d'abord te présenter. Parle-nous un petit peu de toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Mouchel, diététicien du sport, notamment spécialisé dans les sports d'endurance. Je suis présent sur les réseaux sociaux. J'ai mon site internet où je suis présent sous le nom de Nutriocus. Là-dessus, où je donne constamment, donc presque tous les jours, des conseils sur la nutrition et notamment la nutrition des sports d'endurance pour permettre, que ce soit aux coureurs, trailers, personnes qui font du cyclisme, du triathlon, d'améliorer leur performance sportive grâce à une alimentation optimisée et des suivis qu'on va mettre en place sur du 3 mois, sur du 6 mois là-dessus. Et à côté de ça, je n'ai pas que cette fonction de diététicien du sport, je suis également formateur puisque j'ai une autre entreprise où je forme des personnes avec une formation en e-learning sur plusieurs notions, notamment c'est concentré sur la nutrition sportive. Et j'ai un troisième pôle où là, je suis enseignant dans une école de nutrition auprès de bachelor, auprès de master sur les besoins nutritionnels, notamment en grande partie, ma fonction de prof, c'est sur cette matière-là, sur les besoins nutritionnels, donc sur toutes les populations qui puissent exister, sportifs, non sportifs, surtout non sportifs à ce moment-là, là-dessus. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect professionnel de ma présentation. Où auparavant, donc du coup, au niveau des diplômes, j'ai pu faire une licence TAPS, entraînement sportif, à la base pour être préparateur physique, pour être entraîneur de football, parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle là-dedans. Ensuite, bouché par les diplômes là-dessus, puisqu'il faut être un athlète professionnel pour pouvoir poursuivre, malheureusement en France, ces diplômes-là et atteindre le haut niveau. Donc, j'ai été dans la nutrition avec le BTS diététique, avec un DU en nutrition et activité physique et sportive et avec un master of sciences en nutrition sportive pour finaliser mon cursus scolaire là-dessus que j'ai validé l'année dernière. Et là, ça fait combien de temps que tu as démarré en fait, que tu es sorti des études et tout? Je suis sorti des études officiellement en septembre 2023 et j'ai démarré Nutriocus avant ça, puisque j'ai démarré à la fin de mon Master 1 là-dessus. Donc, ça fait Nutriocus, ça va bientôt faire 2 ans que c'est parti. Et il vient d'où ce nom Nutriocus en fait? Nutriocus, en fait, c'est le mélange de deux noms. Nutri, forcément pour nutrition, et Ocus, qui signifie athlète en grec. Athlète en... Ah, ok. Donc, tu avais déjà cette notion nutrition sportive, aussi le parcours STAPS qui s'était ajouté. Donc, tu étais vraiment orienté vers ça. J'étais dès le départ orienté sur la nutrition sportive. Et c'est au fur et à mesure que c'est venu sur la nutrition des sports d'endurance, que je me suis dirigé petit à petit en tant que sportif vers les sports d'endurance, notamment la course à pied et le trail. Et donc, j'ai parlé de ça et en plus, il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent là-dessus. La nutrition, c'est un point qui est fondamental dans les sports d'endurance. Donc, pour ça qu'aujourd'hui, je suis spécialisé en termes de suivi là-dedans. Et pourquoi tu avais décidé d'aller vers la nutrition du sportif d'endurance? C'était uniquement parce qu'il y avait beaucoup de monde dessus?
ou c'était un truc pour lequel tu avais de l'appétence à la base? Je sais que tu as fait du foot. Tu vois, donc comment tu as fait la transition? Bon, la transition, elle était naturelle. 1, parce que ça me plaît et j'ai de la passion là-dedans. 2, parce que je me suis mis en termes de pratique là-dedans, même si cette pratique est venue avec la somme de connaissances que j'ai acquis dans mon cursus scolaire et les recherches que j'ai fait après. Et 3, c'est qu'à un moment donné, on veut travailler, on veut en vivre. Donc, c'est de l'entrepreneuriat et il faut voir où il y a une niche. Et les sports d'endurance, les sportifs d'endurance sont obligés de se consacrer à un moment donné à la nutrition parce que sinon, il y a le phénomène des troubles digestifs. La performance, elle est forcément liée et elle a un gros impact sur les sports d'endurance grâce à la nutrition. Donc, également, c'était un point que j'ai pris en compte là-dessus, forcément. Ouais, et là, du coup, tu parles de cette partie entrepreneuriat, donc on va peut-être rentrer dedans direct. Toi, tu te considères vraiment comme diététicien, une casquette des deux, entrepreneur. Tu te situes comment par rapport à ça? Alors, moi, je me considère comme un entrepreneur Ok, et un diététicien. En fait, les deux vont être liés, mais en fait, plutôt entrepreneur dans la nutrition finalement. ok. Et qu'est-ce qui te fait pencher plus par là? C'est parce que le développement de projet, c'est plus le développement de projet qui t'intéresse et c'est dans la nutrie. C'est pour ça que tu es dans ce sens-là? C'est ça, parce que si je m'attribuerais juste le terme de diététicien du sport, c'est que je fais mes consultes, et je m'arrête là. Sauf que là, aujourd'hui, mon ambition, elle est bien plus importante. C'est pas seulement de faire mes consultes et m'arrêter là, c'est de développer toute une entreprise avec, le terme de Nutriocus, avec sur la nutrition. Donc, on a la partie suivi, donc avec la diététique, mais on n'a pas que ça. On a la partie formation où je crée des formations. On a la partie avec les vidéos sur Insta où je publie énormément là-dessus. Donc, Mhm. ça permet d'attirer du monde, ça permet de créer d'autres opportunités, notamment de faire des conférences. Ça permet tellement de choses que donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, même sur mon autre entreprise, l'Académie de la nutrition du sport, où j'ai mes formations, donc c'est vraiment de l'entrepreneuriat où on cherche à attirer du monde. On a la partie finance, comptable, administrative à devoir gérer. Donc, c'est vraiment pas juste je fais mes consultes et je m'arrête là. Ouais, 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 ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, par exemple, je dirais, je suis plus diététicien, mais avec l'aspect entrepreneurial projet en plus, tu vois. Et que vraiment, le cœur de ce que je fais, c'est la diététique, tu vois. Parce que je me vois pas entreprendre dans une autre section, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Voilà. Ah, moi, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est entrepreneur dans la nutrition avec cette énorme partie diététique. Mhm. Heu, Après demain, je ne sais pas de quoi demain est fait. C'est pour ça que je me forme dans l'entrepreneuriat également. Mais ouais, mais c'est surtout la nutrition parce que je suis focus, c'est une passion. Je me forme, je travaille 8 heures, 23 heures par jour là-dessus. Donc, c'est vraiment spécifique nutrition, quoi. Ouais, c'est ça, mais allez, dans 25 ans, peut-être 10 15 ans même, tu te fermes pas à développer dans un projet qui n'a rien à voir avec la nutri, par exemple. Ah, bien sûr, bien Voilà, sûr. voilà, donc ça, c'est peut-être la grosse différence entre nos deux casquettes, tu vois. Ok, mais je vois très bien, très intéressant en tout cas. Bon. Et tu dois aller jusqu'où avec cette vision? Donc, tu dis que tu veux développer ce projet, et toi, ce serait quoi? On va dire, tu as un objectif ultime, tu te laisses guider, dis un petit peu. Ouais, j'ai un objectif ultime, Tu veux le dire ici? devenir comment? Tu veux le dire ici ou pas? Ah, il y a aucun souci, moi je l'assume complètement. Vas-y. C'est devenir la référence numéro un dans l'accompagnement chez les sportifs d'endurance, Mhm. en France dans un premier temps et derrière à l'international. Et tu aimerais du coup être le seul diététicien qui prodigue ce service? Tu aimerais avoir d'autres diététiciens qui t'aident, développer une équipe? C'est quoi comment tu ferais ça? Ah, tu ne deviens pas numéro un tout seul. Mhm. Donc, Ok. il faut forcément avoir une équipe autour de soi. Donc ça, je commence à entrer dans cette future phase. En tout cas, je la prévois, cette future phase où Nutriocus ne devient plus Florian Mouchel, mais devient Nutriocus Société avec une équipe de diététiciens du sport qui sont très compétents là-dessus pour devenir par le futur numéro un. Mais pas que ouais, dans l'accompagnement. Mhm. Là, c'est l'accompagnement type suivi, mais on pourrait également avoir d'autres options dans des accompagnements qui sont moins dans la personnalisation, mais toujours proche de la personnalisation avec la notion d'algorithme qui peut être mis en place, avec l'intelligence artificielle
où en fait, on pourrait assimiler toutes nos connaissances qui existent sur la nutrition du sport et de manière à mettre en place des algorithmes qui individualisent tout avec la personne. Donc ça, on est au stade encore de l'idée, mais c'est un projet qui peut être mis en place derrière. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a aussi l'aspect accompagnement aussi qui intéresse certaines personnes, tandis qu'il y en a d'autres, ben, juste le fait d'avoir les infos et de pouvoir appliquer par eux-mêmes, ça leur suffit amplement. Absolument, ouais. Et puis, il y a forcément une question coût-budget Ouais. où tout le monde n'est pas en capacité forcément, malheureusement, Mhm. de pouvoir s'offrir un suivi de 3 mois, un suivi de 6 mois avec un spécialiste de la nutrition du sport. Ouais, ouais, c'est clair. Et bah, c'est pour ça que moi aussi, je pense, toi, c'est aussi ton optique, c'est de développer aussi beaucoup le format vidéo qui, toi, te prend moins de temps et que du coup, tu peux facturer moins cher que fatalement quand tu es disponible 100% du temps avec la personne, quoi. Bien sûr, bien sûr. Du coup, dans ce cas-là, la personne, elle est plus autonome de sa prise en charge. C'est elle qui doit gérer par elle-même. Nous, on leur fournit toutes les connaissances. C'est Mhm. l'objectif des formations qu'on donne, qu'on diverse. En tout cas, moi, que je donne dans la nutrition, c'est l'objectif de ça. En fait, c'est une relation gagnant-gagnant au niveau tarifaire. Et nous, en termes de timing, on peut aider plus de personnes. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, c'est gagnant. Moi, non, c'est vrai, moi aussi, je le vois comme ça. C'est vraiment du gagnant-gagnant où tu peux proposer deux formules différentes. Toi, ça te permet d'aider plus de personnes, d'augmenter tes revenus en même temps. Donc, vraiment, c'est ça, l'ère du digital, c'est vraiment cool pour ça. Ouais. Et Bon, après, même, il faut arriver ouais, à que nos formations, qu'on ne crée pas des formations pour rien et qu'on ait des clients. Et ça, c'est tout l'aspect qui est invisible de communication, de marketing, de prospection qui se fait derrière et qui est beaucoup de travail, qui est beaucoup de travail difficile et qui prend beaucoup de temps surtout. ouais, ouais, c'est clair. C'est surtout au début, quand tu lances un nouveau projet, avoir directement les gens qui viennent chez toi, c'est pas évident. Mais toi, tu t'es développé vraiment, vraiment super vite, quoi. Parce que tu as commencé en septembre. Moi, j'ai commencé vraiment l'indépendance 2 ans avant toi, quasi. Et là, on est quasi au même stade, je pense, au niveau. Enfin, je pense. Toi, t'es full au niveau de tes rendez-vous, tu sais encore en prendre. Ouais, je suis full. T'es full? Ouais, voilà. Donc, moi aussi, full aussi sur au moins un mois à chaque fois. Donc, c'est ça. Donc, tu t'es très, très vite développé. Et je me demande d'ailleurs, où est-ce que tu t'es formé pour entreprendre, pour la création de contenu? T'as appris ça comment? Est-ce que c'est un peu inné? Et t'aimais ça de base? Dis un petit peu. Bah, je me suis très vite développé. Alors, oui et non, parce que je suis diplômé de mon master depuis septembre, mais ça fait bientôt 2 ans que je suis sur Nutrifocus et Ok. ça va faire que 4 mois où je suis plein au niveau des clients. Ça veut Mm. dire qu'avant, il y a une phase d'un an et demi où bah, je galère. Il y a une phase d'un an et demi, je publie des vidéos. Je passe un temps énorme à créer du contenu, à essayer d'attirer du monde pour avoir très peu de personnes au final parce que bah, en étant sur les réseaux sociaux, bah, faut donner de la confiance aux gens et les gens ne vont pas venir comme ça facilement. Après, il y a mon offre qui est à ce moment-là, qui au départ, qui était pas assez bonne, où je suis clairement un débutant, hein. Je connais rien dans tout ce qui est réseaux sociaux, j'y connais rien dans tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, bah, comment ça se Mm. passe? Bah, on se forme, on le fait. Il y a des lectures, il y a des vidéos, il y a des accompagnements. Et puis, c'est surtout, en fait, c'est un circuit. Je teste un truc, erreur, pas erreur. Dans ce cas-là, erreur, bah, du coup, j'analyse le contenu. Qu'est-ce qui a Mm. fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? J'essaye de remettre un peu plus de ce qui a fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, bah, je le jette ou j'essaye de le réadapter. Et en fait, c'est un cycle continu comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, c'est tellement quelque chose où ça me fait penser au livre de l'effet cumulé des Darren Hardy, où ça monte Mm. très Mm. légèrement au début, c'est lent, il faut s'accrocher. En fait, c'est les personnes qui ne vont pas abandonner, qui vont réussir à un moment donné à réussir là-dessus. Il ne faut pas abandonner, puis à un moment donné, il faut aussi être compétent. Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, t'as 100% raison et c'est comme ça pour tout, hein. Que ce soit le contenu ou que ce soit le développement d'activité ou que ce soit même les connaissances. Au début, t'as beaucoup de trucs un peu, allez, un petit peu chiants à assimiler. Allez, le par cœur, moi j'avais super du mal par exemple. Des trucs de bioche, nutri de base et tout, j'ai eu trop du mal. Mais après, une fois que ça s'était fait, la nutri sportive s'est rentrée facilement. Enfin, voilà, Ouais, pour tout. Aussi, je précise, parce que je sais qu'il y a des diététiciens qui écoutent, des médecins, etc. Lorsqu'on dit patient, client, etc., il y a un petit débat par rapport à ça. Est-ce qu'on doit dire patient, est-ce qu'on doit dire client, vu qu'on est paramédicaux? Moi, perso, mon avis, toi, je sais pas le tien, Flo, tu le diras juste après.
c'est que nous, comme on est dans le sport, on peut plus parler de clients parce qu'on n'est pas avec des gens malades. Moi, je trouve ça plus logique de parler comme ça. Après, toi, je sais pas comment tu vois la chose aussi. C'est vrai que c'est pas évident à dire. Pour moi, patient, c'est une personne qui va au moins avoir un aspect pathologique Mhm. là-dedans, et les autres, ça peut être des clients. C'est pour ça que moi, j'appelle mes sportifs sportifs. Ouais, je dis Comme sport. ça, je me casse pas la tête entre patient, client. C'est mes sportifs. Comme j'ai que des sportifs, au Ouais. moins, je me pose pas cette question. Je fais exactement la même chose. J'évite tous les débats. Tu vois. Ouais, ouais. C'est mieux comme ça. Et aussi, ce que je me demandais, c'est, tu vois, pendant que tu parles, tu veux être numéro un, etc. Donc, tu as une Oui. motivation qui est très forte. Tu sais d'où elle te vient, cette motivation? Elle me vient de toutes mes expériences de vie, finalement. Après, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait voir grand, qui avait de l'ambition. Et j'ai mes expériences de vie qui m'ont fait renforcer ce côté où j'ai vraiment la dalle, j'ai vraiment tout envie de déchirer. Je suis un sacré bosseur là-dessus. Après, je dis que je vais devenir numéro un. C'est juste des paroles, c'est une ambition. Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est complètement autre chose. Mais en tout cas, chaque jour, je me lève dans cet objectif-là, de bien faire les choses et d'essayer chaque jour de progresser et de faire progresser Nutriocus et mon autre société, l'Académie de nutrition du sport. Et quelle expérience, tu dirais, qui t'a forgé, en fait? J'ai une première expérience qui m'a forgé dès que j'avais 18 ans, où j'étais préparateur physique. Non, j'avais pas 18 ans, j'avais 20 ans. J'étais préparateur physique de la SPTT Caen, un club de R1. On finit champion, on monte en N3. À ce moment-là, je commence à préparer au niveau de la prépa, en fait, l'année suivante, en N3. Sauf que le problème, c'est que on arrive au début de la saison. Réunion avec le coach. Et le coach me dit on change de prépa physique, je prends quelqu'un d'autre. Du coup, toi, tu n'es plus avec le staff de l'équipe première. Mhm. Donc, ça a été un premier choc pour moi. Un premier où, OK, le monde du travail, c'est ça. OK, pas de souci. C'est très dur à accepter. Mais bon, du coup, ça te permet de te forger là-dessus. Ouais. Donc ça, c'est plutôt des expériences professionnelles qui t'ont fait dire, OK, je vais me débrouiller par moi-même et j'aurai pas de... Il y a personne qui va me faire de cadeau, quoi. Non, non, c'est clair. OK. Et puis après, ça avance petit à petit avec d'autres échecs qui se font au niveau professionnel, notamment création d'une entreprise avec un de mes amis qui aujourd'hui, on ne se parle plus. Et ça, c'est un échec là-dessus qui te permet, bah, une fois que tu as réussi à potentiellement le surmonter, de te donner encore plus faim de réussir et de te battre là-dessus, quoi. Et c'était dans la nutrition aussi ou rien à voir? Dans la nutrition, ouais. Ouais, c'était aussi un diététicien ou... Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui était avec moi en master, de très compétent là-dessus. OK. OK, top. Bah, justement, je voulais détailler un petit peu plus cette partie pro. Je voulais parler donc des rendez-vous que tu as, des suivis que tu as, c'est le DNH hein, que tu es prof, c'est ça, hein? Oui, Ouais. c'est ça. Je voulais parler de l'EDNH et je voulais parler aussi de ta formation en nutrition pour les coachs. Qu'est-ce que tu vas aborder en premier? On peut aborder le DNH. L'EDNH, vas-y. Ouais, Alors, le DNH. comment ça s'est fait déjà? Le DNH, ça s'est fait où, bah, comme j'étais un étudiant en master 2, et j'ai fait master 1, master 2 chez eux à l'EDNH à Lyon. Ça s'est très bien passé. Première année, j'arrive, major de promo. Deuxième année, ça se passe super bien. Je fais pas mal d'interventions. Je fais des conférences à l'école. Je fais des conférences ailleurs. J'interviens pour présenter l'école dans des salons. Et à partir de là, dès le début de l'année, moi, je leur dis, il y a des profs qui étaient très moyens. Et du coup, je vais le voir. Moi, je suis quelqu'un avec un assez gros caractère. Et quand je trouve que le contenu n'est pas très bon, eh ben, j'ai pas peur de le dire. Donc, j'ai un peu ouvert ma bouche et je leur ai dit, si vous cherchez quelqu'un pour remplacer cette Mhm. personne, eh ben, je suis là. On va pas Du donner coup, j'ai déposé CV de motivation et, en vrai, ça s'est fait un peu comme ça. Mhm. Et du coup, après, ils m'ont contacté. J'ai commencé direct après mon master et je les remercie là-dessus parce que c'est une belle expérience. Je suis avec des élèves qui sont au top. Donc, je suis très content de là-dessus, de pouvoir délivrer ces cours à mes élèves.
Je leur passe pour le bonjour si jamais ils écoutent. Ah, bah voilà, petite dédicace aux étudiants de Flow. Et c'est quoi ta relation avec tes étudiants d'ailleurs, parce que vous avez un âge assez proche du coup probablement, tu vois? Ouais. C'est quoi ta relation avec eux? La relation, c'est que dès le départ, on met un cadre où on fait comprendre que c'est professeur-élève. J'ai pas de relation proche avec mes élèves. Donc le cadre, il est fixé. Je suis quelqu'un de très, très exigeant avec eux. J'attends beaucoup de leur part. Je les pousse à faire beaucoup. Si le travail il est pas fait, je les accepte pas. Donc ça nécessite d'être exigeant de leur part. Mais pour moi, c'est le seul moyen de leur permettre d'atteindre leur potentiel et de devenir les meilleurs. Donc c'est mon objectif. Quand j'ai un élève qui entre dans mon salle de cours, c'est qu'il sort de la salle de cours, qu'il a progressé. Mmh. Et tu as déjà eu des petites interactions un petit peu plus difficiles avec des élèves ou c'est encore jamais arrivé, tout se passe bien, Ah, ça peut arriver, mais dans ce cas-là, ça arrive, on se parle et derrière on enchaîne un cours, Ouais, tout ouais, c'est simplement. ça. Ouais, c'est ça. Continuer malgré, enfin voilà, tu vas pas tout changer aussi pour un élève aussi. Bien sûr, non. Et Mmh. puis après, s'il faut qu'on rediscute avec l'élève, on rediscute. Mais dans tous les cas, c'est pas parce que, sur un cours, on dit, «Le travail me convient pas, du coup, je t'accepte pas» que, la relation, elle doit en pâtir. Non, non, c'est juste: «OK, sur ce cours-là, tu as pas fait ce que tu devais, la responsabilité, c'est la tienne, dans ce cas-là et je serais heureux de t'accueillir sur le prochain cours pour t'aider à progresser». OK. Ouais, donc assez bien dur, allez exigeant mais assez bienveillant quand même, de ce côté-là, quoi. C'est ça, Si le gars veut vraiment. progresser, le gars ou la fille veut progresser, ben, tu es là derrière et tu l'aides, quoi. Absolument. C'est vraiment l'objectif. OK, parfait. Et tu pas eu ce petit truc de légitimité au début, vu que tu sortais des cours directement, tu pas encore d'expérience du coup? Et tu commences direct en tant que prof. Est-ce que tu as eu un petit peu un syndrome de l'imposteur ou pas du tout? Comment tu as géré ça? Moi, je me sentais à l'aise dès le départ, puisque, j'étais en master 2. L'année dernière, j'avais fait des conférences, donc les personnes voyaient à peu près qui j'étais et après, en fait, c'est dès le départ, tu montres que tu es compétent. Une fois que tu montres que tu es compétent et derrière, ça se passe plutôt bien. Mmh mh, mmh. OK, bah, tant mieux, hein. Est-ce que tu as envie de partager d'autres choses, d'autres anecdotes, que tu as eues à l'école qui sont intéressantes? D'autres anecdotes à l'école que j'ai intéressantes, ouais, il y a une anecdote qui est sympa, c'est parce qu'aujourd'hui, à l'école, on est trop dans un cursus trop en France, beaucoup trop fermé. Heu, donc un cours, on travaillait sur l'alimentation et les budgets avec mes bachelor 3. On commence le cours, donc très bien, interaction sur comment ça se passe, l'alimentation pour les petits budgets. On parle dans le cours des marchés. À un moment donné, me vient l'idée, je le demande, à mes étudiants: «Il n'y aurait pas un marché qui se passe autour, de notre cours?» Il y avait un marché qui était à 900 mètres. Je leur dis: «Prenez tous vos manteaux, on va avoir ce marché» et à partir de là, j'ai donné 5 € à chaque groupe. Il y avait 2 groupes et il fallait qu'ils ramènent le plus de quantité, d'aliments pour nourrir une famille en termes de fruits et légumes pour une semaine. Et donc, c'était une activité vraiment intéressante. Les étudiants ont bien aimé et on a réussi à ramener avec 5 € une vraie quantité de fruits et légumes, là-dessus, que j'ai du coup laissé aux étudiants, derrière. Ouais, ouais, mais ça, je me doute aussi que tu allais pas te prendre 4 tonnes de légumes chez toi. Mais ouais, c'est intéressant et là, tu mets le doigt sur un point, c'est que, les fruits et légumes, on pense souvent que c'est super cher alors qu'au final, la viande, ça reste plus cher, le haché, ça reste plus cher, et pourtant, c'est des choses qu'on consomme beaucoup plus que les fruits et légumes en général, dans la vie courante. Ouais, bien sûr, en fait, avec les fruits et légumes, tu peux avoir des solutions qui sont tellement évidentes, pour en avoir à pas cher, et qui restent malgré tout de bonne qualité. Alors ça sera peut-être pas forcément les plus beaux à l'aspect visuel, mais au niveau de la qualité nutritive sera toujours présente et ça peut être, c'est très intéressant. Mmh. D'accord. Et toi, en fait, tu penses quoi de, parce que moi, j'ai fait la formation en Belgique. Toi, tu penses quoi de la OK. formation en France en nutrition? Nutrition ou nutrition du sport? Tu peux différencier les 2 si tu as des choses à dire sur les 2. La formation en nutrition en France, déjà, c'est le BTS diététique. Il faut passer absolument par là pour pouvoir assurer des suivis. Il est bien, il est bien parce qu'il y a une tellement grosse quantité à prendre là-dessus. Après, tu finis le BTS sur 2 ans,
tu es incapable d'assurer un accompagnement, tu es incapable d'assurer une consultation là-dessus. Donc, c'est insuffisant de s'arrêter pour moi au BTS. Ensuite, pour la suite, c'est soit tu te spécialises avec des DU, soit tu te spécialises avec des formations annexes faites par des experts dans un domaine, ou alors, pour la nutrition du sport, tu te spécialises avec un bachelor, avec un master, ou alors avec des formations annexes. Le problème, c'est que la majorité des formations qui existent ne vont pas assez loin dans un domaine, restent encore trop généralisées, et on manque de... En fait, avec toutes les formations qui existent, il n'y en a pas une seule aujourd'hui où tu deviens un expert du domaine, où on va chercher toute la pointe de ce domaine-là, que ça soit nutrition de la force, nutrition d'endurance. Il n'y a pas une seule formation où tu sors de la formation, tu te dis, OK, j'ai toutes les connaissances qui existent pour être expert, par exemple, de ça. Et même quand tu les as, parfois c'est difficile. Sorry, je t'ai coupé. Même quand tu les as, parfois ça reste la théorie, et parfois pour la mettre en pratique, avoir les bons outils et tout, ça reste challengeant aussi, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment là-dessus qu'est venue l'idée de créer les formations que je propose, notamment la grosse formation, parce que tout ce qui existe n'était pas satisfaisant, et j'avais envie d'aller beaucoup plus loin et de mettre et étayer toute la littérature scientifique presque pour permettre à une personne, à un diététicien, à n'importe quelle personne, un coach sportif, je fais la formation, ok, maintenant je sais tout là-dessus. Ah, ok, parce que Je sais tout avec humilité. Hein. Oui, c'est ça, de toute façon, toujours tout évolue. On ne sait pas avoir raison sur tout, hein, donc ça c'est clair. La science a ses limites. Mais toi, je pensais que ta formation était uniquement orientée vers les coachs sportifs au début. Maintenant, tu l'as suffisamment travaillé pour qu'elle convienne en diététicien en plus? Alors, au début, l'objectif initial de cette formation était pour les diététiciens. Okay. Ensuite, j'ai fait un pivot. Un pivot, en fait, en entrepreneuriat, c'est je suis dans une direction, je change de direction. Du coup, j'ai fait un pivot où j'ai utilisé 3 modules que j'avais créés pour orienter coach sportif. Maintenant, je refais un autre pivot que je viens de réaliser. C'est en fait, ma formation, elle a 6 modules au total. Et les coachs sportifs, il y en a 3. Sauf que au niveau de mon business model, comment je vois le truc, ça ne me plaît pas. Donc là, j'ai changé. En fait, mes formations seront disponibles à tout le monde par vente de modules. En fait, chaque personne pourra prendre le module qu'il veut. Ok. Ah oui, donc ouais. Vas-y, continue. Et du coup, on aura 2 derrière formations qui vont être spécifiques. Une première formation qui sera pour les coachs sportifs, où on aura les 3 premiers modules avec les bases de la nutrition, les compléments alimentaires, la nutrition, de la perte de poids et de la prise de masse musculaire, qui pour moi est parfait déjà pour un coach sportif, pour avoir des bases, puisqu'il forcément il donne des conseils tout le temps en nutrition. Après, c'est un débat, oui, non, ok. En tout cas, c'est ce qu'ils font. Donc, autant qu'ils aient des connaissances là-dessus pour pouvoir les donner. Et il y aura une deuxième formation où là, on aura tous les modules et qui seront pour les diététiciens, personnels de santé. Et ces 2 formations, en fait, l'objectif, ce sera qu'elles soient référencées Calliope et qu'elles soient certifiantes par la suite. Mais chaque personne pourra acheter un module spécifique qui lui convient. Par contre, il n'y aura pas de certification là-dessus. Il y aura juste une attestation de fin de validation de module. Ouais, c'est ça. Un peu les modèles My Sport Science. Je sais pas si tu vois. C'est un peu ce modèle-là. Ouais, je fais même ça, quoi. Ah ouais, voilà, parfait. Et d'ailleurs, parce que ça, on avait discuté via Insta, qu'il y avait surtout des diététiciens, voilà, qui étaient un peu virulents, tu vois, vis-à-vis du fait que tu sors une formation en nutrition pour les coachs sportifs. Ouais. Moi, je pense que c'est par peur que les gens ne viennent plus chez le diététicien, parce que si le coach sportif fait le sport et la nutrition, qu'il soit plus utile. Toi, qu'est-ce que tu répondrais à ces détracteurs-là pour justifier au final l'existence de ta formation? Sois meilleur. Voilà. J'aurais dit ça aussi. D'ailleurs, tout simplement. C'est encore une fois avec humilité. Mais si tu es un bon diététicien, au bout d'un moment et que ton travail, tu le fais bien,
tu vas avoir des bonnes recommandations de la part de tes clients. Derrière, tu as d'autres personnes qui vont venir te voir. Et à un moment donné, tu seras plein de clients. Mais c'est un processus qui prend du temps là-dessus. Et, euh, et après, bah, ce que font les autres, à un moment donné, il faut être concentré sur soi. Si les autres, ça ne te plaît pas, c'est que peut-être il y a un problème qui est ailleurs. Mhm. Et peut-être qu'il y a d'autres raisons que moi ou toi, on ne comprend pas, mais moi, je pense que c'est l'une des raisons principales. Et effectivement, les diététiciens, on a une compétence qui est différente du coach sportif. Et si on veut, si on a peur de ça, ben alors on fait comme certains font, ils font un bachelier coach sportif. Et là, ils ont aussi une formation de coach sportif en plus, et alors ils peuvent faire les deux aussi. Ou s'ils pensent pas, c'est s'ils pensent pas être suffisamment spécialisés. Ou sinon, quand tu as une spécialisation, ben, les gens viennent pour ta spécialisation. J'en ai plein qui ont un coach sportif et qui viennent quand même chez moi, par exemple, pour la nutrition, parce qu'ils aiment bien avoir les meilleurs dans les deux, quoi. Bien sûr. Et puis, à un moment donné, faut pas penser que à soi, parce que dans ce cas-là, on se met dans la position que de soi. Donc moi, je pourrais dire également, je me mets dans la position de moi en tant qu'entrepreneur. Mais si on raisonne dans la position du sportif, du client, il y a des clients une majorité de ces clients se disent, je paye déjà un coach sportif, financièrement, je peux pas aller voir un diététicien. Donc, je devais demander à mon coach sportif finalement qui m'accompagne un petit peu dans les deux. Et donc, là, il y a une majorité de personnes, c'est ça. Donc, si la personne elle a la capacité de voir un diète, ça sera toujours mieux, je pense, à mon avis, de voir un diète en plus. Si la personne n'a pas la capacité, autant qu'elle a le voir son coach sportif qui ait les bons conseils en nutrition. Si la personne elle a les bons conseils, bah, ok. C'est ça, parce que de toute façon, on ne sait pas être bon partout. Si le gars il est très bon en coaching sportif, il ne sait pas être excellent aussi en nutrition, ça prend déjà énormément de temps. Rien que la partie nutrition sportive, c'est déjà super long d'être bon juste là-dedans. Alors si tu commences à rajouter nutrition clinique, nutrition pédiatrie, spécialisée en obésité et tout, enfin, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Si tu veux devenir un expert d'un domaine, tu ne peux pas être bon dans tous les domaines. Tu peux avoir un niveau de base dans certains domaines, mais tu ne peux pas être bon si tu veux être expert dans un domaine. Ouais, ouais. Même en ayant fait une licence TAPS, aujourd'hui, je peux être préparateur physique. J'ai un niveau de diplôme qui est meilleur que des coachs sportifs, mais je n'ai pas envie de me casser les pieds à faire des programmes sportifs parce que je sais qu'il y a plus compétent que moi et ce n'est pas un domaine qui me plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est la nutrition du sport. Et donc, du coup, je me mets que là-dessus. Ouais, et les gens vont venir pour ça, du coup, parce que tu fais un truc. Bah oui, et puis parce que cette chose, en plus de le faire bien, tu le fais même très bien. Ben, c'est pour ça que les gens ils viennent, ils veulent du très bien. Le bien de partout, ça ne les intéresse pas trop. Ils veulent le très bien dans le domaine qu'ils ont besoin. C'est ça. Et c'est vrai que si tu viens chercher le très bien, bah, tu as des chances que tes résultats soient très bien. Si tu vas chercher du moyen, bah, tes résultats vont être moyens potentiellement aussi. C'est ça, exactement. Et tu ne pourras pas répondre à toutes les problématiques. Ouais, Après, il y a toujours des cas qui vont être spécifiques, particuliers, où, OK, il y a une sphère, par exemple, on pense aux troubles digestifs dans les sports d'endurance. Les troubles digestifs, il y a une grande partie qui est alimentaire. Mais à un moment donné, il n'y a pas que l'alimentation. Et parfois, même si on essaye de tout mettre en place, parfois, nous, on n'est pas non plus des magiciens. On règle pas les problématiques en claquant des doigts, même si on essaye de tout mettre en place. Il y a d'autres points qui sont importants à prendre en compte. Par exemple, le stress qui va être un facteur très important, quoi. Et on peut pas manger pour eux non plus. Ça, des fois aussi. Bien sûr. On ne sait pas si le plan alimentaire derrière est respecté à la perfection. Ouais. On ne sait pas ça. Essayer d'avoir une relation de confiance avec le sportif. Mais ça, on peut pas tout savoir et on n'est pas magicien, clairement, hein. Ouais, c'est clair. Et avant de passer à la partie consultation, donc comment toi tu gères tes suivis, je voulais te demander aussi où est-ce que toi tu te formes en plus pour revenir à la partie d'avant où tu parlais il faut des formations supplémentaires en plus du BTS. Comment est-ce que toi tu t'es formé en plus en fait? Où t'allais? Constamment, c'est PubMed. PubMed, c'est un site qui référence tous les articles scientifiques sur la nutrition du sport, même sur la science en général. En plus de ça, je suis sur Sport Science. Tu en as parlé, c'est Asker Jukendrup qui est un expert dans la nutrition. Quand je parle d'expert, c'est un top dans la nutrition du sport. À mon avis, il est bien top 5. Hein. Il est bien top 5. Bien sûr, oui. Et il fait intervenir d'autres experts, en fait,
qui rédige ces articles scientifiques qui interviennent aussi. Donc, c'est vraiment le must du must au niveau de la nutrition sportive là-dessus. Il y a également ces pôles de conférences sur une journée où tu payes pour visionner ça, où je fais ça également. Même si, en fait, malheureusement, tout est en anglais. Donc, on travaille un petit peu. En anglais? T'es bon en anglais ou pas? Oh, je suis nul en anglais. Mais bon, Va à un falloir. moment donné, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc, tu essayes de travailler petit à petit, mais pas évident. Ouais, Netflix en anglais, ça fonctionne super bien. Moi, j'ai appris comme ça. Les séries en anglais, lire en anglais, et puis parler dès que tu as l'occasion. Moi, ça a fonctionné super bien en tout cas. Ouais, j'ai acheté un livre en anglais. J'ai lu 40 pages, ça m'a pris tellement de temps. Il est rangé au-dessus de mon lit, il faudrait que je le rouvre de temps en temps. Bah, ça, t'as déjà d'autres trucs à faire, t'as d'autres trucs à lire, et puis le Harry Potter, il attendra, quoi. C'est ça. Bon, c'était un livre de productivité, mais Ah ouais. Oui, c'était pour rentrer dans le cliché du livre en anglais. Ouais. Ok, ben, My Sport Science, ça j'ai fait aussi, et moi j'ai fait aussi la formation du FC Barcelone, de Barça Innovation Hub aussi avec Asker Jukendrup. Je sais pas si toi tu l'as fait. je ne l'ai pas faite. Mais du coup, je sais que c'est Asker qui l'a faite. Et comme je suis sur son My Sport Science, du coup, je me suis dit, pas besoin. Ouais, mais clairement. Franchement, je l'ai faite, elle est excellente, mais c'est vrai que il remet parfois des articles de My Sport Science, et même des articles qui sont gratuits en fait. C'est juste que là, tu as la certification en plus, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. De toute façon, presque tous les articles sont gratuits aujourd'hui. Si on veut des infos, on peut tout trouver par soi-même. Aujourd'hui, c'est ça. Tu vas sur PubMed, tu tapes tous les articles que tu veux. Il y en a qui vont te dire que c'est pas gratuit. Tu vas sur SciHub et puis tu l'as gratuitement, l'article. Mhm. Aujourd'hui, si la personne qui veut les infos gratuites, devenir un expert dans un domaine gratuit, elle peut y arriver par soi-même. Ouais, clairement. Après, je pense que c'est très difficile de trouver en nutrition les bonnes infos, parce qu'il faut un background scientifique pour savoir différencier le vrai du faux. Et il y a un background de base en biologie, en biochimie, en chimie, en physique, etc. à avoir, qui est très difficile à obtenir tout seul, je trouve. Je sais pas toi ce que tu en penses. Ah ben complet. Déjà, moi je sors du BTS, j'arrive en master à l'EDNH. Je savais toujours pas c'était quoi PubMed. En Ah oui. BTS, on parle jamais de PubMed. C'est qu'une fois au master, et du coup, on a eu la chance d'avoir des cours d'analyse d'articles scientifiques, et, qui te permet derrière de bien comprendre que tu as beaucoup de problèmes même dans les articles scientifiques. Il faut savoir relativiser tout ça et déterminer est-ce que c'est un bon, est-ce que c'est un mauvais article, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts, est-ce que le protocole il est OK par rapport à la réalité. Et c'est important parce que, exemple, le curcuma, tu dis c'est le top le curcuma, alors qu'en fait c'est du bullshit. Mhm. Par rapport à l'effet anti-inflammatoire, quoi. Ouais, bon, tous ces effets. Mhm. Bah, alors, t'en as qui vont dire ouais, si tu rajoutes de la piprine, c'est une molécule bioactive qui est présente dans le poivre, tu augmentes son absorption. Mais en fait, c'est trop faible. Et ce qu'on retrouve dans les épices, a aucun effet. Et même, on a des sites de compléments alimentaires qui vendent de la curcuma. Pareil, on n'a rien qui montre au niveau des études, puis on a vraiment un effet là-dessus. Mhm. Ouais, ouais, c'est clair, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Les épices, c'est vrai que c'est assez. C'est des quantités tellement infimes, ça va pas faire une différence, quoi. Si tu as une bonne alimentation, que bien si tu fais du sport et que c'est bien adapté à tes besoins, enfin, t'as déjà fait 90% du boulot, quoi. C'est clair. Je suis Ok. d'accord. Et je voulais maintenant arriver dans la partie consultation. Donc, toi, comment ça s'est développé tes consultations? C'était quoi le process? Donc, au début, t'as personne. T'as personne qui vient, t'as personne qui te connaît, comme tout le monde. Ouais. Comme tout le monde. Mais la raison, elle est simple au début, c'est parce que je me mets sur Instagram, je fais des vidéos, et je fais des vidéos un jour sur la nutrition générale, un jour sur comment perdre du poids, un jour sur comment prendre de la masse musculaire en gros, et un jour sur les sports d'endurance. À qui finalement je parle? Euh, personne, personne va se dire ah bah tiens, lui, il fait plein de vidéos qui m'intéressent sur moi. Non, ok, j'ai fait une vidéo qui peut t'intéresser, mais le reste de mes vidéos, ça ne te parle pas. Donc, tu vas pas suivre finalement ce que je fais et je vais pas te donner à avoir envie derrière de prendre une consultation avec moi. Donc, je parlais un peu de tout et de rien finalement. J'avais mon offre, hein, de suivi qui était très peu claire.
là-dessus, où je proposais, j'étais moi sous forme de consultation, payé à la consultation et Comme on apprend en sortie de l'école en soi. ouais, absolument. Et le problème de ça, c'est que la personne, elle prend une consultation, 2 consultations, après c'est fini. Ouais, ouais. Tu pas elle sait pas c'est quoi la dernière étape, quoi. C'est quoi, à partir de quel moment c'est terminé et du coup, tu pas de prévision aussi de jusqu'à quand elle va rester. Sur tes revenus, c'est compliqué aussi, qui sont en dents de scie, ouais. Moi aussi Absolument. moi moi aussi, je suis pas partisan du format de consultation. Je pense que ça vient un peu parce qu'on est du milieu médical et qu'il y a des médecins qui font comme ça et donc on a pris ça, mais nous, j'ai pas l'impression que ça s'applique énormément. Non et puis si on est sur la nutrition du sport, on est avec des sportifs donc en fait, pour avoir des bénéfices, les bénéfices en une consultation ou 2 consultations, ils sont très faibles. Mmh. Si on veut vraiment avoir des vrais bénéfices sur la performance de l'athlète, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est un processus, il faut mettre différents tests en place, tester pas mal de choses. Est-ce que ça marche? Ça marche pas? On utilise tout ça pour essayer d'améliorer les performances de l'athlète et en une consultation, bah, c'est tellement dur de mettre, des choses en place, là-dessus. Et toi, tu demandes une période de temps minimale de combien de temps? Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai 2 formules, 3 mois et 6 mois. OK. Et si la personne veut reprendre, elle peut prendre 3 mois, 2 fois, quoi? Elle peut reprendre derrière, 3 mois ou 6 mois sans aucun souci, sachant qu'elle est prioritaire derrière sur les autres personnes. Ouais. Donc, voilà, on a été coupé. Là, on reprend tranquillement et donc tu parlais de, 3 mois minimum pour, tes formules. On s'était arrêté là. Ouais, 3 mois. 3 mois, c'est le minimum, pour préparer une course, faire les tests, pour bien savoir si, on est sur, quelle quantité de glucides on va pouvoir Mmh. prendre pour pouvoir maximiser notre performance sur cette course-là. Après, pour maximiser nos performances sur du plus long terme, aller encore plus loin, avoir les meilleures adaptations derrière au niveau de notre organisme liées à l'effort, liées à la consommation, éviter des troubles digestifs. Là, faut prendre un suivi qui est sur 6 mois au minimum, quoi. Et ça, tu fais, donc moi, je suis sportif, d'endurance, je viens chez toi, on démarre le suivi. C'est quoi l'étape 1, 2, 3, 4, jusqu'à la fin? Tu construis ça comment? OK. Bah, l'étape 1, c'est le premier rendez-vous ensemble. Enfin, même avant, si on peut avoir un appel de 20 minutes, 10 minutes ensemble où on parle de ton projet et pour valider derrière le suivi, ensemble. Une fois que le Et suivi est validé, il est gratuit cet appel-là? oui, cet appel-là est gratuit. Ouais, c'est ça, donc le premier appel avec toi est gratuit. Donc, ça, c'est intéressant pour ceux qui Oui, écoutent, si jamais il y en a qui veulent aller chez Flo. Le premier appel est gratuit. Voilà, maintenant, on t'écoute. ouais, il est gratuit et ensuite, on fait la première consultation en visio ensemble. Hem, donc cette première consultation, finalement, on va faire un bilan de ton alimentation. On va prendre en compte, tes entraînements. Est-ce qu'il y a un staff médical? Comment tu t'accompagnes? Quel est ton volume hebdomadaire? Quels sont tes objectifs sportifs? Quelles sont tes futures courses? Quels sont tes futurs, résultats que tu souhaites avoir sur ces courses-là? Est-ce qu'il y a des problématiques, santé derrière au niveau de pathologie, au niveau des troubles digestifs, est-ce qu'il y a un passif là-dessus? On rétablit, on voit quelle est ton alimentation actuelle, donc sur une journée type. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Est-ce qu'il y a la prise de compléments alimentaires? Quels sont les produits que tu as déjà utilisés à l'effort? Quels sont les produits que tu as déjà testés et qui sont passés, pas passés? Heu, En fait, on voit tout ça. À partir de cette première consultation-là, moi derrière, je te prépare un plan alimentaire pour refixer la base qui est la chose la plus importante, c'est ton alimentation quotidienne. Donc, on fixe ça, 15 jours se passent où tu testes finalement ce plan alimentaire. L'objectif, c'est ça te convient. C'est pas une série de menus où chaque jour tu dois manger ça, 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 ça. Non, c'est un guide de manière à avoir une structure globale sur la journée qui corresponde à tes besoins, ce que tu dois avoir. Et ça, c'est déjà personnalisé, ce guide-là, ou là, tu mets en place un système un peu, répétable au début et puis tu personnalises? Non, c'est full personnalisation, heu, puisque je prends en compte vraiment, par exemple, ce qui prend en compte sur le petit déjeuner, ce qui prend en compte sur la collation. Je m'adapte au maximum à ça pour essayer d'avoir le moins de variations possible, là-dessus, et que ça soit le plus proche de ses besoins, que ça corresponde finalement à ses besoins, mais qu'il y ait moins d'adaptation pour que ça soit pas trop compliqué pour lui, qu'il y ait pas un bouleversement important sur, son alimentation quotidienne. Mais ce sont vraiment des ajustements qui vont lui permettre d'apporter tout ce qu'il a besoin. Ça, c'est sur la première consultation. OK.
Et après, première consultation, donc là, full personnalisé, il repart déjà avec son plan ou t'attends encore un peu? Il repart déjà avec son plan. En fait, moi, je mets 2 jours derrière de travail à faire son plan, sachant qu'il y a toutes les autres consultations. Donc, c'est dans les 2 jours, il reçoit son plan. OK. Et derrière, on se revoit 15 jours après. Dans cette consultation, on revient sur ce qui a fonctionné sur ce plan-là, ce qu'on doit réadapter là-dessus. Donc, ça, c'est pour l'aspect alimentation quotidienne. Ensuite, suivant l'objectif de la personne, eh ben, on va commencer déjà à aborder la nutrition du sport. Donc, quel produit il utilise? On revient là-dessus et on va commencer à faire différents tests avec l'objectif, ça va être de déterminer quelle va être la quantité maximale de glucides qu'on peut tolérer à l'effort, que notre système digestif est capable de tolérer. Donc, sur les entraînements, c'est 1 voire 2 entraînements par semaine. En fait, on va faire des tests où à chaque fois, on va passer d'un palier et on va tester. Par exemple, sur cette séance, je suis à 60 grammes de glucides par heure. Sur la séance d'après, 65, 70, 75. Jusqu'à qu'au bout d'un moment, le sportif me dise Flo, aujourd'hui, ça ne l'a pas fait. Je ne me sentais pas bien, des ballonnements, des nausées, trop de flatulences, par exemple. Et du coup, on atteint cette limite-là. Du coup, on sait qu'on ne peut pas se mettre à ce niveau-là sur la compétition, donc on se mettra juste en dessous de ça pour ne pas avoir les problèmes digestifs à l'effort et de manière optimisée. Ensuite, une fois que ça c'est déterminé, on va également travailler sur l'aspect volume, quelle quantité hydrique on peut réussir à ingérer. Donc, on va chercher à mettre ça en place si on a encore le temps de mettre tout ça en place. Et on fera également des tests d'association. OK, donc on peut atteindre 60 grammes, par exemple, de glucides par heure. Donc, comment on va l'atteindre? Quelle boisson? Est-ce qu'on utilise boisson? Est-ce qu'on utilise des gels? Est-ce qu'on utilise la compote, des bars? Donc, ça, on prend en compte avec les discussions dans les consultations, donc des préférences individuelles de la personne, des produits que tu utilises, parce que suivant les personnes, en fait, tous mes sportifs ont presque des gels de marques différentes qu'ils vont utiliser, des boissons d'effort qu'ils vont utiliser. Donc, du coup, on doit adapter par rapport à ça. Je dois regarder quel est le dosage de chaque produit pour qu'on ait un maximum, une meilleure optimisation du plan final de la stratégie de course que la personne doit tester en amont avant la performance pour savoir si est-ce que la stratégie de course qu'on va mettre en place sur la compétition, le fait de la tester avant, je la valide, comme ça je suis sûr pour ma course. Ouais, c'est ça. Je simplifie, je me permets juste de vulgariser le mot glucide pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est la source d'énergie principale du corps. Et donc, plus on fait un effort cardio et plus l'effort va être long et intense, plus on va avoir besoin d'énergie durant l'effort. Et donc, plus on a besoin de glucides. Et les glucides, c'est tout ce que Flo a dit. C'est via les bars, via les gels, via les boissons d'effort, via les compotes, le pain d'épices même. Il y a certains, le nougat, enfin, il y a plein d'aliments comme ça, riches en glucides, qui permettent d'apporter de l'énergie à l'effort. Donc, comme ça, ceux qui n'auraient pas le contexte de savoir ce que c'est un glucide, maintenant vous savez exactement ce que c'est. Voilà. Bien sûr. Et donc, à chaque fois qu'un sportif vient avec une marque différente, toi, tu prends en compte cette marque-là et tu adaptes le plan en fonction de ça? Oui, si c'est OK au niveau de la marque, si vraiment c'est pas catastrophique, dans ce cas-là, oui, je prends en compte la marque et je fais tout en fonction de ça parce que la personne a déjà testé et validé ça. Après, si la personne me dit est-ce que je dois changer, dans ce cas-là, je peux la conseiller vers d'autres marques ou même faire sa boisson soi-même là-dessus pour que ça soit le plus optimisé pour lui. Et on a également une partie, parce que là, on a parlé dans l'effort, mais il y a également la nutrition avant l'effort qui est hyper importante, qui est même fondamentale, où en fait, la personne, elle va avoir 4 plans alimentaires différents pour les 4 jours avant sa course. J-4, J-3, J-2, J-1, et même le jour J au niveau du petit déjeuner, où va y avoir un plan alimentaire qui est vraiment spécifique, individualisé à chaque personne dans cet objectif-là de performance. Et pourquoi parce que tu fais les 3 jours avant de surcharge glucidique? Surcharge glucidique, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement c'est énormément de glucides, comme ça nos stocks d'énergie sont surchargés et ils sont prêts pour l'effort. Mais donc toi, tu fais ces 3 jours de surcharge glucidique, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, je le fais de J-4 à J-2. Ça, c'est vraiment l'objectif de surcharge glucidique avec une bonne hydratation, puisqu'on a besoin de 3 grammes d'eau pour stocker 1 gramme de glycogène, qui est la forme de réserve des glucides. Et à J-1, l'objectif, c'est de mettre nos intestins dans le meilleur confort. Donc, on va éliminer toutes les substances
toutes les molécules qui peuvent engendrer des problèmes digestifs à l'effort. Et là, je prends aucun risque par rapport à ça. J'enlève tout ce qu'il faut qui peut provoquer des problèmes digestifs pour que le lendemain, on n'ait aucun souci. Ouais, ça vient avec les fibres, avec les produits laitiers, avec tout ce qui est plus concentré et qui pourrait potentiellement faire un appel d'eau et provoquer des troubles. Absolument. Ok. Oui. Et tes 3 jours de surcharge glucidique dans tes plans, comment c'est que c'est 3 plans différents? Parce que moi, c'est vrai que moi, quand j'en fais aussi pour mes sportifs, moi, je fais un plan de surcharge glucidique, mais pour les 3 jours avant, quoi. Et puis après, il y a le jour J. Tu vois. Ok. J'en fais 3 différents pour intégrer une progressivité dans ma surcharge glucidique. C'est pour ça que sur la première fois que je prends en charge mon sportif, si c'est sa première compétition avec moi, on va passer à 6 grammes de glucides par kilogramme de poids corporel à J-4, 8 ensuite et 10 après. Ça, c'est sur la première phase. Comme ça, c'est progressif et le sportif peut voir comment ça se situe et on fait le bon plein des réserves. Ensuite, une fois qu'on a testé ça, que ça a été validé sur une course et qu'on fait une deuxième grosse course derrière, on va pouvoir potentiellement augmenter et passer, au lieu de commencer à 6, on passera à 8, 10 et 12 grammes de glucides par kilogramme de poids corporel, qui est aujourd'hui, au niveau des études scientifiques, la dose optimale, maximale finalement, pour optimiser nos réserves en glucides. Et tu as déjà eu des sportifs qui avaient des intolérances en surcharge glucidique à 8 grammes par kilo, par exemple? Non. Non. Donc, ils arrivent tous quand c'est progressif, ils arrivent tous aux 12 finalement, et ça, t'as pas eu de souci avec ça, quoi. Alors, généralement, pour l'instant, on s'arrête à 10. Ouais. Parce que 10, ça fait déjà un très, très gros volume. Pour l'instant, il n'y a que sur moi que j'ai testé le 12. Ou le 12, j'ai fini ma journée, j'en pouvais plus. J'ai même pas pu finir mon dernier plat tellement c'était très important. Alors qu'on avait des shakers de malto accompagnés derrière. Non, c'est vraiment 12, c'est vraiment solide, 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 solide en termes d'apport. Ouais. Atteindre les 900 grammes de glucides, c'est costaud. Donc, je disais donc 70%, 70% de glucides dans la journée, c'est quand même énorme à avaler. Sachant qu'il faut encore intégrer les graisses et les protéines dedans, c'est quand même pas évident à intégrer, quoi. Ah bah, on arrive même sur ma part, on arrivait à 75% de glucides, sachant que je gardais quand même des valeurs qui sont très cohérentes en termes de protéines, où je gardais mes 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel, qui fait du 110 g de protéines. Donc finalement, c'est comme sur une journée de lambda. Et mes lipides, j'étais à 80 g de lipides sur la journée. Donc c'est ce qui fait, sur la journée, on est à 5000 kilocalories. Mais toi, tu mesures combien? T'as quelle taille? 1,82 m. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, je me dis sur un apport énergétique qui est plus petit, sur quelqu'un de plus petit, là, c'est peut-être moins évident. Je sais pas c'est quoi ton expérience par rapport à ça pour toi. Sur quelqu'un de plus petit, il aura des besoins qui seront un peu plus petits, sachant que je me base sur le poids idéal, avec la formule de Lorentz. Donc forcément, ça sera plus faible. Mais après, il aura quand même des apports qui sont bien plus élevés que ce qu'il a de manière quotidienne. Donc, il aura les mêmes réactions, les mêmes comptes rendus finalement sur ses sensations. Ok, nickel. Et du coup, là, imaginons, il fait sa course, ça se passe très bien, il est content de toi. T'en as que tu as suivi sur plusieurs compétitions, que tu as depuis le début maintenant. Oui, oui, j'ai de nombreux sportifs qui reprennent derrière un suivi avec moi parce qu'ils sont très satisfaits et ils veulent continuer à travailler là-dessus, à vouloir encore plus, à performer avec moi. Donc c'est très positif pour eux et également c'est très positif pour moi parce que ça témoigne que le travail réalisé est plutôt bon, plutôt satisfaisant. Ouais, ça, c'est toujours les retours des gens au final qui déterminent si tu fais du bon boulot ou pas, hein. Bien sûr. Et Bien sûr, et après, on va tu as des sportifs pros qui viennent chez toi? oui, là, j'ai des sportifs pros. Je sais pas si tu Qui peux dire les noms, moi. s'ils sont d'accord ou je sais pas. Je sais pas. J'ai Gabriel Berg qui est un sportif, un cycliste pro chez la Soudal Quick-Step, qui va faire, qui fait des courses professionnelles, par exemple. Ok, ouais, trop cool. C'est chouette, je trouve, d'avoir les deux parce que tu as les gens un peu plus lambda qui, eux, enfin, tu as déjà eu le cas, c'est peut-être un petit peu plus reposant et tu as de temps en temps un cas qui vient te challenger comme ça
un sportif pro qui va faire un grand tour ou un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est très intéressant là-dessus et finalement, ce qui est incroyable, c'est que même si ce sont des professionnels, encore en plus dans le cyclisme où c'est, une pratique, une discipline où la nutrition est déjà présente depuis un certain temps et ben, tu vois ce qu'ils mettent en place, bah, c'est même là, c'est pas bon, il y a tellement de choses à faire, là-dessus, donc même si ce sont des professionnels. Donc c'est intéressant et il y a une chose qui est importante à prendre en compte, c'est l'aspect logistique, des courses, là-dessus, Ouais, ouais. qu'on ne peut pas tout maîtriser et il faut prendre en compte, toutes ces petites problématiques, dans nos plans de course, on doit tout prendre en compte. Moi, quand je suis sorti de l'école, j'avais directement eu un marathonien quasi. Et ça, c'est les premières erreurs que moi j'ai fait, c'était de pas prendre la logistique en compte, quoi. Et de faire uniquement le plan théorique, super bien et tout. Mais la logistique, c'est vrai que c'est un truc, petit tips pour les étudiants en diététique qui écoutent, ou ceux qui préparent un marathon. La logistique, c'est un truc auquel vous devez penser parce que ça sert à rien de prendre la meilleure boisson si elle n'est pas disponible le jour de la course ou la meilleure barre si elle n'est pas disponible le jour de la course. Faut quand même prendre ça en compte. Bah, c'est sûr. Juste, par rapport à ça, j'avais préparé un plan de course à mon sportif. Donc il m'avait dit que il pouvait mettre, 60 grammes de glucides dans sa première gourde au départ et Mhm. moi j'avais fait, la stratégie avec 60 grammes de glucides. Sauf que le problème, il peut emmener que 2 gourdes au départ et le reste des gourdes en fait, son équipe le fournit, mais il y a pas de glucides, c'est que des électrolytes. Et donc Ah, ça, il faut prendre en compte ça et du coup, on a dû réadapter sa structure de course où en fait, comme il a ces 2 gourdes au départ, il consomme une première gourde au départ et en fait, il va prendre une autre gourde avec des électrolytes où on va l'accompagner derrière d'un peu plus, de gel avec un gel en plus, sachant qu'il en avait un ou 2 au départ et en fait, il prendra la deuxième gourde plus tard dans la course ouais, ouais. pour avoir, ses électrolytes, et surtout ses glucides et en plus, on rajoute à côté notamment des BCAA qui peuvent être intéressants, de la taurine là-dessus. Mhm. Moi les BCAA et la taurine, j'avais lu des trucs différents et toi, j'avais vu que tu les proposais. Toi, c'est quoi que tu as lu par rapport à ça? Ah bah, oui, j'ai vu qu'il y avait 2 discours là-dessus. Mais après j'ai revu tous les articles scientifiques des personnes qui disaient qu'il y avait aucun intérêt des BCAA. C'est juste ils ont mal lu les protocoles, ils ont pas été bien plus loin. Mais sur les protocoles, en fait, c'est juste parce que tu comparais d'un côté, glucides et face aux BCAA. Sauf que les glucides, on sait pertinemment qu'ils ont le plus gros impact sur la performance. Mhm. Si tu compares des glucides par rapport aux BCAA, tu te doutes bien que les BCAA par rapport aux glucides, on va pas avoir un effet, significatif. Par contre, sur les études où c'est BCAA face à placebo sans BCAA, bah là, on voit bien qu'on a un effet des BCAA, notamment sur la fatigue nerveuse, Ouais. là-dessus. Ouais, c'est ça par rapport au capteur du tryptophane, etc. Ouais, ouais. Absolument. Et moi, j'avais vu par rapport à ça justement que les BCAA, c'était plus utile dans les efforts qui étaient beaucoup plus longs. Tu vois, quand on est sur des grands tours, quand on fait des cours sur plusieurs jours, tu vois, plutôt des choses comme ça, que plutôt sur des marathons, par exemple. Toi, je sais pas c'est quoi ton avis par rapport à ça. Donc en tout cas des lectures que j'ai fait là-dessus, les BCAA, on va être intéressantes à partir de 3 heures. À Ok. partir de 3 heures d'effort. En dessous de 3 heures, il n'y a pas forcément d'intérêt, là-dessus. Mais Mhm. c'est vraiment au-dessus de 3 heures qu'on va avoir un intérêt, notamment important sur la fatigue nerveuse. Et après, oui, quand on va enchaîner plusieurs courses, là, ça va être intéressant, notamment pour avoir notre apport en leucine qui va permettre d'activer la synthèse des protéines musculaires. Mhm. Ouais, Vraiment pour venir anticiper la récupération, quoi. bah, au final, en pratique, ça revient au même à ce que j'ai vu parce que ceux qui sont vraiment bons au marathon, bah, ils le feront en moins de 3 heures. Et ceux qui le font en plus de 3 heures, c'est pas des débutants, mais c'est des gens moins expérimentés. Et ceux-là, potentiellement, il y a peut-être d'autres choses à faire, comme mettre des BCAA en premier. Donc, au final, je pense qu'on s'y retrouve plus ou moins, même si c'est pas exactement la même chose qu'on a lu, quoi. Mmh. Ouais, même si les BCA, même sur un marathon, même si la personne fait 2h30, moi je vais les intégrer. Ah ouais, quand même? Ok. Ça, Ouais, c'est je les intègre déjà. ok, ça, c'est différent pour les deux. Ok. Voilà, petit aparté sur les BCA terminé, c'était un peu plus technique. Désolé pour ceux qui ont un peu décroché pour ça. On va repartir sur quelque chose de plus terre à terre.
On parlait de création de contenu tout à l'heure. Je me demandais, est-ce que tous tes clients, ils te découvrent via la création de contenu ou alors tu as d'autres moyens où tu as des clients, où tous les clients viennent à toi, c'est toi qui vas les chercher, comment est-ce que tu fais un peu? Aujourd'hui, j'ai plus le temps d'aller chercher mes clients parce que je suis tellement sur mes projets. Donc, les clients, je pense, aujourd'hui, c'est vraiment une chance que les clients viennent à moi. Donc, ça, et ils viennent parce que je crée beaucoup de contenu, parce que je leur donne de la confiance grâce au contenu que je propose. C'est uniquement grâce à ça. C'est vraiment mes contenus. C'est finalement dans l'entrepreneuriat ce qu'on appelle mon tunnel d'acquisition. C'est là que j'acquérais tous mes clients. Mmh. Mais ça, c'est un Et gros après, oui, vas-y. pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Et, et après, une fois qu'on a pas mal de clients et qu'on fait du bon travail, il y a également, un de mes clients connaît un tel qui est intéressé, il lui en parle. Et dans ce cas-là, cette personne vient me contacter et me dit, je viens de la part d'un tel pour avoir un suivi avec toi. Ah ouais, ouais, c'est ça, tu as les recommandations et les réseaux et ça, c'est principalement tes 2 gros canaux, quoi. C'est ça. OK. Mais ça, c'est un gros truc que tu as donné aussi au tout début, c'est pour tous les thérapeutes qui écoutent, que ce soit, de la diététique ou que ce soit de la psy ou de la médecine et cetera, c'est de se spécialiser. Surtout dans la création de contenu parce que comme tu as dit, si tu fais du trop large, tu parles à personne et personne ne veut te suivre pour ça. Et en plus, moi, je trouve, c'est sain parce que ça favorise la collaboration, en fait. Si tu as un Mmh. sportif qui veut venir, bah, il peut aller chez toi, il peut aller chez moi. Si c'est un cas plus clinique, il ira chez quelqu'un d'autre. Si c'est un cas plus psy, il ira chez quelqu'un d'autre. Et je trouve ça très sain comme manière de faire aussi, quoi. Ouais, c'est mieux. Mmh. Après, entre du même domaine, parfois, ça peut être plus compliqué quand on est vraiment on, on propose exactement la même chose. Mais en tout cas, on peut avoir de meilleures relations avec d'autres diététiciens là-dessus. Ouais, C'est ouais, clair. ouais, ouais, c'est sûr. Si tu as un sportif d'endurance qui vient chez toi et que tu connais un autre sportif d'endurance, tu vas pas spécialement recommander l'autre diététicien, tu vois. Ça, c'est clair. Mais je veux dire, sur des Je domaines partage. vraiment différents, là, je trouve ça vraiment sain comme manière de faire parce que tout le monde dit qu'on doit avoir du pluridisciplinaire. Ça, c'est le mot assez à la mode. Ben, le pluridisciplinaire, ça passe par la spécialisation, quoi. Mmh, c'est clair. Ok, nickel. Et cette création de contenu, comment tu l'as vécu, toi? Au début, t'es Florian, personne ne te connaît. Tu fais des vidéos qui sont forcément nulles au début parce que on fait tous des vidéos nulles au début. Et comment est-ce que tu as progressé là-dedans? Ah, mes vidéos du départ, elles étaient claquées au sol. Heu, donc tu progresses en petit à petit, c'est vraiment quelque chose de très croissant en essayant d'analyser pardon, ce qui se fait, ce que tu fais. Tu analyses également ce qui se fait autour de toi. Tu analyses ce que fait ta concurrence, et en essayant d'adapter, tu prends en compte, toutes les connaissances que tu acquéris sur la nutrition pour améliorer la qualité de tes vidéos. Au fur et à mesure, plus tu vas faire de vidéos, plus tu vas être à l'aise, face caméra, plus ton discours sera, plus compréhensible de la part, des personnes qui te suivent. Et donc là-dessus, tu améliores un peu la qualité. Et après, tu as l'aspect montage qui est importante à prendre en compte. Tu as l'aspect qualité sonore qui est très importante à prendre en compte. Donc, pour ceux qui se lancent, vraiment, acheter un micro, ça coûte 12 € sur Amazon. Le mien, il coûte 12 €. C'est un micro avec un fil. Ça ne casse pas quatre pattes à canard. Par contre, au niveau de la qualité sonore, ça fait une différence qui est monstrueuse. Mhm. Donc là-dessus, c'est vraiment important. Et après, faut publier, faut publier, faut publier, faut publier, faut publier, faut publier. Je crois que j'ai assez dit, mais faut mettre du contenu. Si vous mettez un contenu toutes les semaines, vous allez être noyé dans la masse. Alors que si vous commencez à publier 3, 4, 5, 6, 7 fois par semaine, et ben là, vous allez avoir vos contenus qui vont remonter au niveau de l'algorithme Instagram, par exemple, si on est sur Instagram. Et à un moment donné, vous allez avoir plus en plus de visibilité là-dessus. Mhm. Et c'est à quel moment que toi, ça a explosé, en fait? C'était fin novembre dernier, 2023. Fin Grâce à novembre. une vidéo vraiment, le pire, c'est que cette vidéo, je l'ai faite en 3 minutes. C'est une vidéo, de n'importe quoi où je dis que je suis diététicien. À un moment donné, je suis presque même je suis en train de danser sur la vidéo. Je fais un pas, mais je me dis: «Oh, allez, vas-y, je vais mettre un contenu, aujourd'hui». Je le prépare en 3 minutes. Bon, ça a pris ça 5-10 minutes, mais en gros, ça m'a rien pris en temps par rapport à ce que je mettrais sur une autre vidéo. Et je publie et là, ça fait un carton.
un abonné toutes les 32 vues au début. Et au final, là, elle est à 1 million de vues, quoi. Ah ouais. Ouais, donc c'est ça, t'as une vidéo qui a percé et du coup, t'as explosé. Moi, je t'avais envoyé un message d'ailleurs à l'époque. J'avais vu ton nombre Ouais. d'abonnés. On était au même nombre. Et puis après, je regarde genre un mois après, je vois 15 000 et moi, j'étais toujours à 3 000 et quelques. Je dis, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, franchement, t'as géré ça. Moi, j'étais Et puis, impressionné par le truc. le truc de ça, et puis en fait, ça arrivait au moment où je préparais la Saint-Élion, une semaine avant la Saint-Élion, qui est une course d'endurance de 80 km, où je publiais, j'étais sur 2-3 vidéos par jour sur cette même semaine avant la Saint-Élion. Donc tout a pris en même temps, de manière synergique. Et en fait, les autres vidéos étaient qualies aussi, donc elles ont bien pris, ça a attiré davantage de monde, et c'est monté progressivement. Jusqu'à là, par contre, depuis 3 semaines, ça stagne là-dessus, quoi. Ouais, c'est normal, hein, et puis au bout d'un moment, tu as touché la grosse majorité et c'est plus difficile d'aller chercher les autres aussi, donc c'est normal aussi, hein. Mais ouais, et comme on a dit, ça fait que 2 ans, mine de rien, qu'on a démarré tous les deux, donc c'est pas non plus... Enfin, les 2 ans et demi, quasi 3 ans. Donc on a encore toute la carrière devant nous aussi. Bien sûr, 2 ans et demi, c'est 2 ans et demi, c'est rien du tout, hein. C'est ça. Maintenant, pour revenir un petit peu juste avant, ça me rappelle quelque chose. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, si jamais toi qui écoutes, tu aimes ce podcast, tu aimes l'entretien qu'on a ensemble avec Florian, n'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça permettra à d'autres gens géniaux comme toi de découvrir ce podcast. Donc, merci de le faire et c'est très gentil de ta part. Maintenant, on revient à la partie qui va intéresser une grosse partie des gens, je pense. C'est toi, si tu as un coureur devant toi qui te demande est-ce que tu as des conseils pour moi pour améliorer ma nutrition, tu lui dis quoi? Euh, Tu lui donnes. alors, s'il m'envoie un message sur Instagram, Par exemple, tu vois, après un message pas agressif, tu vois, un message vraiment sympa, le gars est bienveillant, tu dis allez, je vais lui répondre quelques trucs. bah, je lui réponds en lui donnant les premiers conseils de base, en répondant à sa question, sachant que j'essaye de répondre à tout le monde sur Instagram. Je réponds même à tout le monde, sauf si c'est des demandes où c'est vraiment abusé là-dessus. Fais-moi un Et plan personnalisé, je fais telle taille, tel poids, merci. c'est ça, j'ai même eu une demande, peux-tu me faire exceptionnellement, gratuitement, un suivi de 6 mois? Non, mais pas abuser non plus. Mais pour les personnes qui m'envoient une question là-dessus, alors je prends le temps d'y répondre. Il n'y a pas de souci, parce que c'est également grâce à ces personnes-là que j'ai pu évoluer, que j'ai pu faire grandir mon compte Insta, et qu'aujourd'hui j'ai l'opportunité de vivre de ma passion. Donc, je réponds à toutes leurs questions. Après, au bout d'un moment, s'il y a trop de questions, bah, je les renvoie. Si c'est pour me préparer une course d'endurance, bah, ma formation que j'ai créée, comment s'alimenter avant, pendant et après la course d'endurance. Si c'est pour vraiment plus pousser, bah, je leur propose de potentiellement qu'on se fasse un appel pour parler de leur projet, pour potentiellement mettre en place un suivi derrière. Et si c'est qu'une question comme ça, bah, je leur réponds avec gentillesse. Et si j'ai déjà parlé de ça dans un post, bah, je leur renvoie le post en question. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour revenir à la question de base, imagine tu as un, bah moi je viens vers toi, je dis Flo, je commence la course, j'aimerais avoir quelques conseils pour gérer ma nutrition, qu'est-ce que tu dirais? De suivre mes vidéos. De ces vidéos, ouais, ok. Non, des conseils très simples. Dans ce cas-là, je peux lui envoyer mes vidéos qui sont les plus simples dans un premier temps, là-dessus, pour qu'il ait des bases. Et après, s'il a besoin, je lui dis, bah, écoute, si tu as d'autres questions, tu peux essayer de me les poser. Et suivant les questions, je t'y répondrai. Et à un moment donné, il faut savoir aussi que bah, nous, c'est notre métier. On travaille là-dessus. On n'a que 24 heures dans une journée. Après, suivant chaque personne il consacre plus ou moins de temps, et que ça nous prend du temps, et que c'est du temps qu'on donne gratuitement aux personnes, et que faut pas non plus, faut pas non plus en abuser là-dessus, quoi. Ouais, Mais ça. voilà. Ouais, donc là, tu conseillerais plutôt d'aller voir ton compte Insta. S'il y a un débutant, il va voir ton compte Insta, il y a déjà tout qui est dessus et il y a déjà tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, généralement, oui.
c'est ça, en fait, les personnes sont abonnées depuis quelque temps et ils ont une question spécifique sur leur préparation d'une course, sur un truc que je vais leur dire en post ou alors en story. Et du coup, ils me posent la question là-dessus et dans ce cas-là, avec grand plaisir, je réponds. Mmh. OK. Et si tu devais définir, une étape, tu vois? Si tu devais dire: «OK, moi, un plan personnalisé, je le construis de cette façon-là, étape 1, étape 2, étape 3». Comment est-ce que tu construis le plan? Pour l'alimentation quotidienne, pour quel type de plan? Tu peux faire pour l'alimentation quotidienne, si ça diffère de l'alimentation de compétition, tu avec tu différentes étapes, tu peux diverger un petit peu. Dis-nous un petit peu comment tu fais? Au niveau de l'alimentation quotidienne, dans un premier temps, heu, déjà, je vais établir, avec ce qu'il m'aura donné avant, sur sa journée type. Je vais regarder surtout, au niveau, du petit déjeuner, au niveau de la collation, ce qu'il fait. Sur les repas, ce qui est adapté. En général, mes repas, ils ont presque la même constitution, que ça soit le déjeuner et le dîner. On a toujours une partie, source de protéines, toujours une partie féculents, toujours une partie légumes, toujours une partie, lipides avec les matières grasses, avec de l'huile d'olive et derrière, on a un dessert qui vient derrière, potentiellement ou non, suivant la personne. Et après, c'est surtout le petit déjeuner, et la collation que je vais adapter par rapport au reste. Donc dans un premier temps, je fixe mon déjeuner et dîner et je m'adapte, derrière par rapport à ce qui se fait déjà sur, le petit déjeuner et sur la collation. Je pense que j'ai même pas été clair parce que moi, même à la fin, je m'étais perdu. Genre, on peut restructurer un petit peu. Je vais prendre l'exemple, imaginons quelqu'un qui, voilà, qui vient avec une situation un peu particulière, voilà. Je sais pas, elle te dit: «Je mange pas le matin». Genre, par exemple, moi, si je te dis mes étapes pour construire un plan, je dis: «Ben, j'évalue l'activité physique, j'évalue, ce qu'elle aime manger sur une journée type, je regarde un petit peu ses habitudes, puis après, comme je connais les besoins, ben, je mixe les 2, je fais quelque chose qui est, personnalisé». Tu vois? Ça, c'est mes Ouais, en gros, c'est ça, hein, on prend en compte tout ça, ses habitudes de vie, mmh sa dépense physique, ses besoins, et on fait ça de manière à coordonner les 2, de manière à qu'il y ait pas de trop gros bouleversements pour elle et qu'on sache que la personne elle sera en capacité de pouvoir respecter ça sur le long terme. Parce que c'est vraiment ça l'objectif, hein. Ouais. C'est qu'au bout de 3 semaines, un mois, le plan qu'on lui a mis, elle ait plus besoin de le regarder et que ça soit automatique pour elle, que ça soit pas difficile et que ça construise finalement de nouvelles habitudes de vie qui sont saines et équilibrées. Pas parfaites, mais saines et équilibrées. Ouais, c'est ça. C'est super important, hein, que tout ce que tu mettes en place, la personne se voit le faire longtemps, que ce soit durable et que ça lui plaise, quoi. Bien sûr. Et Mmh. puis, c'est vraiment la notion de durabilité et d'équilibre qui est fondamentale. Là-dessus, on ne peut pas respecter un plan alimentaire, une structure 100 du temps. Il y a 80 du temps où c'est l'objectif, on va essayer de respecter. Et 20 du temps, bah, on est, comme tout le monde, on fait, des restaurants, on sort avec des amis, mais ça, c'est normal, c'est comme tout le monde. Mmh. Ouais, c'est clair. Et là, par exemple, imaginons, tu as quelqu'un qui mange pas le matin, tu vois? Toi, vu que c'est un sportif et qu'on sait que avoir des apports énergétiques réguliers, avoir un apport en protéines régulier, c'est l'idéal. Est-ce que tu vas l'orienter vers manger un petit déjeuner ou s'il veut pas manger de petit déjeuner, tu lui diras: «Non, c'est bon»? En fait, tout dépend de l'objectif de la personne. Si on est sur un objectif de perte de poids, heu, là-dessus, donc dans ce cas-là, moi, je vais avoir aucun souci à laisser son petit déjeuner. Finalement, ça sera une étape de jeûne intermittent. Et si la personne, elle est dans un objectif de maintien, tout dépend ce qu'il faut mettre en place. Dans ce cas-là, potentiellement, il y aura pas de petit déjeuner en soi, ça sera potentiellement peut-être une collation qui arrivera, vers les 10 heures, avec un apport en protéines, là-dessus, donc c'est possible. Après, en fait, c'est des discussions avec la personne. Est-ce qu'elle se sent capable de pouvoir prendre quelque chose ou non? Mais ça sert à rien de contraindre la personne pour lui donner de la frustration derrière à prendre, forcément quelque chose. On explique les intérêts, les pour et les contre de chaque et derrière on essaye de voir la meilleure solution avec la personne. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, par rapport au régime particulier, vu que tu as parlé du jeûne intermittent, ça me fait penser à ça. Tu as tout ce qui est régime cétogène, sans gluten, enfin tous les sans lactose, enfin tous les sans, tous les régimes à la mode en ce moment, le Ducan, et cetera. Est-ce qu'il y en a que tu trouves intéressant pour le sportif d'endurance?
ou pour le sportif de manière générale? Ou est-ce que toi, tu fonctionnes avec une méthode et tu restes dedans? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Euh, j'ai pas de méthode particulière. Alors, chez certains sportifs, on peut avoir des régimes qui vont être notamment sans lactose, notamment sans gluten, qui peuvent être intéressantes si vraiment ils ont des problèmes au niveau intestinal. Là, je parle de manière quotidienne, hein, là-dessus. Régime du camp, ça, c'est des conneries. Faut surtout pas le mettre en place. Le régime Cétogène, par exemple. au niveau cétogène, en fait, il peut y avoir des phases dans le régime cétogène qui peuvent être intéressantes à certains moments, mais pas avoir un régime cétogène de manière continue. Ça, c'est aucun intérêt au niveau de la performance, même si on a des personnes qui sont dans le pro-cétogène qui vont vous dire l'inverse. Non, aujourd'hui, on a besoin de glucides pour performer. Mais sur certaines phases où, par exemple, ce soir, je fais un entraînement très intense type VMA, j'ai épuisé mes réserves de glucides au niveau musculaire. Durant ma nuit, je dors. Je ne fais pas de repas avec des glucides durant ma nuit. Du coup, j'ai mes réserves en glycogène musculaire qui sont faibles. Je diminue pendant ma nuit mes réserves en glycogène hépatique. Et le lendemain, je fais un entraînement à faible intensité qu'on appelle endurance fondamentale. Là, ça peut être intéressant puisque ça va venir optimiser les performances et notamment l'utilisation des lipides à l'effort. Ça va venir augmenter le nombre de mitochondries qui sont les usines qui créent l'énergie finalement durant l'effort. Donc, ça peut avoir des effets positifs, mais c'est vraiment de manière bien cadrée à certains moments spécifiques. Ouais, ça, tu mets pas ça en place avec n'importe quel sportif, tu mets ça quand le sportif est plus pro. Oui, avant de mettre ça en place, il y a des choses tellement plus importantes à mettre en place. Bah ouais, il faut pas que ce soit sa première course, faut qu'il est bien en confiance en toi, vous avez déjà testé plein de trucs. Oui, oui. Ouais, ouais, ok. Ça, on est après un an, 6 mois, un an de suivi ensemble, hein. Ouais, ouais, c'est clair, je suis entièrement d'accord. Ok, bah moi, en tout cas, moi j'en ai terminé avec mes questions. Je sais pas s'il y a quelque chose encore, toi, que tu veux partager. Tac, tac, tac. Si, à la rigueur, on peut parler de l'entraînement intestinal qu'on peut mettre en place sur les séances pour optimiser les performances de l'athlète. Notamment, on sait que sur les sports d'endurance, on est entre 30 et 50% de risque de problèmes digestifs. En tout cas, les abandons, c'est le facteur numéro 1, c'est les troubles digestifs. Et dans les suivis, c'est important pour les sportifs d'endurance de mettre en place un entraînement intestinal. Donc ça, c'est pour des suivis qui sont un peu plus longs ou parce que ça demande du temps. Et on va travailler sur la capacité de l'estomac à gérer un volume hydrique. On va travailler sur la capacité des intestins à gérer l'apport en glucides, à gérer type glucide-glucose, type glucide-fructose, puisqu'on a besoin de l'association des deux aujourd'hui pour optimiser nos performances. Notamment également à travailler sur différentes typologies de produits, que ce soit la boisson, que ce soit d'un autre côté des gels, que ce soit des bars, que ce soit des fruits, pour essayer de maximiser la tolérance au niveau digestif et entraîner nos intestins à pouvoir absorber et utiliser plus de glucides à l'effort. Parce que plus on va pouvoir utiliser de glucides à l'effort, plus finalement on va pouvoir être performant. Et tu sais de combien de pourcents environ tu peux améliorer soit la performance, soit l'absorption, comme ça les gens ont vraiment une idée de l'intérêt de la nutrition pour ce gut training? Ouais, exactement. Je sais exactement. Donc, sans boisson, vous êtes sans boisson, vous level up niveau 1 avec des glucides, de glucose, une source de glucose, donc de la maltodextrine, du sirop de glucose, etc. Vous augmentez votre performance de 9%. Première stade 1. Ah ouais. 9%, c'est énorme hein, sur une C'est performance. énorme, c'est énorme. Vous passez, mais c'est surtout le level up 2 qui est important. Vous êtes sous une forme de maltodextrine ou sirop de glucose. Vous ajoutez à ça du fructose. Donc, vous êtes au-delà de 60 grammes de glucides par heure d'effort. Vous ajoutez du fructose. Vous pouvez améliorer. Donc, on a passé de 9%. On peut encore améliorer de 7,6% en plus sa performance. Okay. Donc, le gap, il est énorme juste sur les glucides. Ouais, t'as pas parlé d'électrolytes et tous les bazars. Hein. On n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de la caféine qui améliore de 3 à 4% en plus la performance.
on n'a pas parlé de tout ça. On parle juste des glucides là. Non, c'est clair. Et l'alimentation, ça ne doit pas être négligé dans ces sports. Tu l'as dit au début, hein, mais c'est un sport où tu es obligé de te former un minimum. Sinon, tu te tires une balle dans le pied, quoi. Ah, c'est sûr. Et puis la formation, elle est toujours en continu parce que chaque année, il y a des nouvelles études qui sortent et des nouvelles informations. Donc, on est toujours, là à chercher les nouvelles infos là-dessus. C'est clair. Est-ce qu'il y a maintenant des dédicaces que tu as envie de faire? Est-ce que tu peux aussi dire là où on peut te suivre? Voilà, c'est ton moment un petit peu promo. Projet, vas-y, balance tout ce que tu veux. Bah écoutez, vous pouvez me suivre sur NutriFocus sur Instagram. J'ai également l'Académie de la nutrition sportive où je suis présent sur Instagram. C'est sur mes formations. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage, notamment les bases de la nutrition sur la nutrition sportive, vous pouvez me contacter pour avoir un suivi, pour avoir la petite formation comment s'alimenter avant, pendant et après une course d'endurance. Et vous avez également mon site internet nutrifocus.com où j'ai pas mal d'articles scientifiques sur le sujet. Parfait. Eh bien, merci à toi, Flo, pour tout ce partage. Moi, en tout cas, j'ai pris un grand plaisir à t'interviewer. C'était ma première expérience, donc j'espère que ça s'est bien passé pour ceux qui écoutent et que c'était intéressant, que j'ai pas trop parlé aussi. Parce que je sais que j'aime bien parler, mais je dois laisser beaucoup de place à l'invité, c'est pour ça qu'il est là. donc, donc voilà, j'espère que ça vous a plu et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain podcast de Podium. À bientôt.